Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Le Sueur, commissaire général au développement durable au ministère de la Transition écologique. Je suis très, très heureux de vous accueillir dans cet espace Réimagine pour cet événement, cette conférence et cet échange autour du thème « Cultivons ensemble la biodiversité pour cultiver la résilience, solutions pour une agriculture durable ». Et donc, nous allons avoir un peu plus d'une heure de présentation et d'échanges extrêmement riches avec des invités de très haute qualité. Je vais vous présenter ceux qui sont évidemment à cette table, même s'ils sont fort connus. Et puis il y aura juste après une deuxième table ronde à caractère plus scientifique et très complémentaire sur cette thématique absolument centrale. Et donc nous aurons tout d'abord des interventions de nos deux membres du gouvernement plus spécifiquement porteur de ces problématiques, Monsieur Julien Denormandie, ministre en charge de l'agriculture, et Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État en charge de la biodiversité. Nous aurons aussi une présentation de Madame Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et plus largement d'ailleurs Fédération européenne agricole, et enfin Philippe Mauguin, président de l'INRAE, qui clôturera cette première partie de séquence. Voilà, je dois vous dire que Madame et Monsieur le Ministre seront tenus de partir en cours de cet événement parce qu'ils sont appelés à d'autres obligations, malheureusement. Et donc je voulais, par correction pour vous, le signaler dès le début de cette présentation. Mais sans plus attendre, je leur laisse la parole. Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me permets juste d'enlever le masque pour m'exprimer. D'abord, je voudrais vraiment remercier ceux qui nous accueillent à cette table ronde, une table ronde scientifique. Et nous voulions, avec Madame la Ministre et mon ami Bérangère Abba, pouvoir aussi y participer. Mais un grand merci, que ce soit la présidente de l'IRD, au président directeur général de l'INRAE, que de nous accueillir lors de cette table ronde et d'autres instituts ici présents. Je voudrais aussi vous dire à quel point c'est pour moi un plaisir que de pouvoir, en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, participer au Congrès mondial de la nature. Je crois que c'est une approche qui est extrêmement pertinente, et vous dire à quel point le titre que vous avez choisi pour cette session, c'est-à-dire agriculture durable, cultiver la biodiversité pour cultiver la résilience, est à mes yeux un titre qui exprime à lui seul la stratégie que nous devons avoir. Je voudrais partager quelques points avec vous sans être trop long. D'abord, partager un constat, et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que cet enjeu de la biodiversité, de la préservation de nos écosystèmes est aujourd'hui un défi mondial, un défi qui concerne la France, mais un défi absolument planétaire, et que l'ensemble de ce réveil, de ce wake-up call, comme on dit en anglais, des événements comme celui-ci permet de le mettre en avant, mais surtout permet de créer une dynamique. C'était le sens du discours du président de la République hier, une dynamique vis-à-vis d'événements qui vont arriver à très court terme. Je pense évidemment aux différentes COP, que ce soit sur la biodiversité ou sur le carbone. Mais c'est vrai que dans la vie, quand on part d'un constat, et d'un constat sans concession établi, et je sais que plusieurs, dont Philippe Mauguin reviendra dessus, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement important, parce que si on ne part pas véritablement du constat, c'est quand même beaucoup plus difficile de trouver les bonnes solutions. Le deuxième élément, et ça, moi, je l'ai chevillé au corps pour ceux qui peuvent commencer à percevoir l'action qui est la mienne à la tête de ce ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je pense qu'il nous faut, de manière impérieuse, sortir de toute opposition entre agriculture et environnement. C'est, à mes yeux, un non-sens. Je l'ai chevillé au corps. Moi, je suis, par exemple, ingénieur agronome. S'il y a 25 ans, j'ai décidé d'être ingénieur agronome, c'est parce que j'avais une conscience environnementale incroyablement convaincue qui, justement, m'a amené à faire le choix de ces métiers-là et le choix de ces formations-là. Et d'ailleurs, le fait que vous associez le mot cultiver au mot biodiversité, au mot résilience, montre bien que cette opposition, le domaine de la recherche,
à toujours chercher à la dépasser, peut-être, et moi je pense que c'est extrêmement pertinent, parce que se voyant comme un des éléments de lien entre des positions qui parfois, quand ça n'est pas de la posture ou de la mauvaise politique, sont de manière pertinente à réconcilier. Et je voudrais prendre, pour justifier mon propos, juste un exemple, parce que c'est pour moi ma conviction la plus profonde, c'est le sol. Il n'y a pas un agriculteur qui ne considère pas le sol comme l'actif le plus précieux. Et il n'y a pas une personne chère à la biodiversité qui ne considère pas le sol comme l'actif le plus précieux. Si on part sur les approches liées au sol, qui d'ailleurs englobent et la biodiversité et le carbone, eh bien, on a là un chemin de convergence qui est absolument phénoménal. Et qui doit vraiment, j'insiste dessus parce que c'est très facile de tomber dans les clivages, qui doit au contraire nous permettre et nous conduire à tous cet effort de montrer, d'assumer et d'avancer vers cette stérilité d'une opposition agriculture-environnement et donc une réconciliation pour avancer de l'avant. La deuxième conviction que je voulais vous partager, c'est que fort de tout ce constat, fort de cette position politique de ne pas opposer, et je crois que la présence et de Bérangère et de moi-même à la même table ronde en témoigne, la question qui nous est posée en tant que gouvernants, c'est comment on fait pour aller plus vite et continuer à avancer. Et là, et je terminerai mon propos là-dessus, je voudrais vous dire 2-3 points. Le premier, je m'en excuse, c'est peut-être mon côté ingénieur, mais je l'assume pleinement. Mon premier, c'est je pense que ce qui est de bonne politique, de bonne exécution de la décision ne peut reposer que sur la science et la recherche. Et je ne le dis pas parce que je suis entouré de chercheurs ou de scientifiques, je le dis parce que j'en suis absolument convaincu. Et d'ailleurs, le débat de société meurt d'un manque de prise en considération de la raison au sens étymologique du terme et de la science. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'on a tous des responsabilités partagées. Nous, en tant que responsables politiques, c'est de ne jamais succomber à la tentation de ne pas mettre la science en haut de nos décisions, la raison en haut de nos décisions, et de tomber sur des décisions de circonstances, d'émotions, des décisions de vertu. La vertu n'a pas sa place dans la décision. En vrai, c'est la raison, la science qui doit conduire nos décisions. Et vous, en tant que chercheurs scientifiques et acteurs, comme ceux qui trouvent, ceux qui cherchent et trouvent, mais aussi ceux qui rend accessible cette science et cette raison aux différents acteurs de terrain. Et cette accessibilité, elle est pour moi absolument essentielle. Ce qui veut dire qu'au final, on a à la fois le monde de la recherche qui est concerné, les politiques qui sont concernées, mais cette approche par la science et la raison, elle doit égrener et irriguer l'ensemble des différentes politiques publiques qu'on peut avoir. En tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, je suis un tout petit ministre de l'Éducation, puisque j'ai en charge tout ce bel enseignement agricole, plus de 200 000 élèves. Et je peux vous dire que cette approche de la raison et de la science, elle est au cœur des projets pédagogiques qu'on porte dans l'enseignement agricole. Mais c'est aussi le transfert de technologies. Je vois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont là aujourd'hui. Et ce transfert des technologies, en fait, cette accessibilité de la raison et de la science à tout le monde, il est absolument essentiel. On a lancé au sein du gouvernement un grand plan en faveur de l'innovation en partenariat d'ailleurs avec l'INRAE il y a quelques jours. J'y crois profondément. La deuxième élément pour aller plus vite, c'est que je pense qu'il nous faut identifier les défis qui nous sont nombreux pour y apporter de plus amples solutions. Parmi les défis dans le monde agronomique, mais qui rejoint d'ailleurs les différents points que vous allez évoquer après, il y a évidemment le sujet de la sélection variétale, qui est un sujet vieux comme le monde. Depuis que l'homme est sédentaire, il fait de la sélection variétale. Vous avez vu comme moi qu'il y a beaucoup de débats sur ces sujets de sélection variétale. Moi, je le dis tout simplement, j'y crois profondément. Science sans raison n'est que ruine de l'âme, comme disait Rabelais. Mais la raison qui empêcherait la science d'avancer sur des voies de progrès, c'est-à-dire on avance, on fait confiance, mais on encadre, serait tout autant une folie humaine. Donc il faut avancer sur ces sujets-là de manière encadrée, mais il faut le faire. Et je compte là aussi beaucoup sur les instituts de recherche pour le faire. Je sais que vous y travaillez durement. Il y a des sujets de pratique culturelle. On en parlait avec la présidente Lambert, avec qui on fait un gros sujet, et je voudrais vraiment le saluer sur ce sujet, comme les haies
Alors, il y a beaucoup d'autres sujets, mais je voudrais nommer celui-là. L'approche par les haies. On sait, par exemple, qu'en France, on a un défi, mais majeur, qui est qu'on a détruit les fameuses politiques de remembrement. On a détruit des milliers de kilomètres de haies. Pas que les agriculteurs, d'ailleurs. Hein, l'aménageur du territoire, à l'époque. Et aujourd'hui, on a un immense défi de reconstituer des haies. Ce qui emporte, on pourrait en parler des heures, beaucoup de sujets, parce que faire du biocontrôle via les haies, ça peut paraître simple sur un bout de papier, mais quand il s'agit de l'appliquer dans le monde du vivant, je peux vous dire que c'est bien plus compliqué. Il faut donner le gîte et le couvert aux biocontrôleurs, si je puis dire, enfin aux insectes, mais il faut qu'en plus, ils interviennent au bon moment, à la bonne période, et ça ne se décrète pas comme ça, d'un claquement de doigts. Je pourrais évoquer la stratégie protéines, que le président de la République a beaucoup évoqué hier. C'est pour moi l'un des chantiers principaux que je mène à la tête du ministère. Prenons un tout petit peu de recul. Là où les agriculteurs sont des sources de solutions pour la protection de la biodiversité, c'est si des agriculteurs, notamment sur notre territoire, permettent d'éviter de la déforestation importée et de la biodiversité importée. Et puis je voudrais juste terminer en vous disant que si on ne doit pas opposer agriculture et environnement, il ne faut pas oublier que plus on arrivera à faire en sorte que la création de valeur environnementale soit liée à de la création de valeur économique, c'est-à-dire qu'on parle compte de résultats de nos agriculteurs, plus on arrivera à avancer vite. Et ça n'est pas un gros mot que de le dire. Mettez-vous à la place de quelconque agriculteur. Si la création de valeur environnementale conduit à une diminution et de perte de compte de résultats pour l'agriculture, mais c'est une évidence que ça ira moins vite que si on arrive à concilier les deux. C'est par exemple un fait très précis. Il y a le président de Greenback qui est avec nous. C'est des sujets qu'on fait avec l'ADEME, l'INRAE. Comment on arrive à émettre des crédits carbone dans le domaine agricole qui soient valorisables sur les marchés carbone. On peut le faire avec le carbone, on peut le faire avec la biodiversité. On l'a fait avec la forêt, et c'est l'ingénieur forestier qui parle. La forêt a fait une OPA sur l'agriculture dans le domaine du carbone. Une OPA, vous demandez à n'importe qui, où est-ce qu'on capte du carbone sur Terre? On vous dit la forêt, après la mer et le phytoplancton. La réalité, c'est que dans les sols, on capte d'abord. Et puis le dernier point, et le président de la République a beaucoup insisté dessus, et je pense que c'est le combat générationnel qui est devant nous, c'est que aujourd'hui, si on veut faire en sorte que la recherche, la science soit dupliquée et mise en place sur nos territoires au profit de nos systèmes agricoles de plus en plus durables, résilients, etc., il y a un point qu'il faut absolument qu'on arrive à faire changer, c'est les règles de commerce international. Et ce point-là, j'insiste, parce qu'on est dans une hypocrisie très forte, immense, depuis maintenant l'après-guerre. Avec l'après-guerre, et le président de la République le disait hier, avec l'après-guerre, on a organisé le système de dépendance au soja d'abord américain puis brésilien. Et ce n'est pas les accords de libre-échange d'ailleurs, c'est les règles de commerce international. Mais si vous remontez même jusqu'à avant, sur quoi est fondé aujourd'hui nos systèmes de règles de commerce international? Elles sont toujours fondées sur les thèses de Ricardo ou sur les thèses de Schumpeter. Ricardo disait, c'est l'avantage concurrentiel, l'avantage comparatif qui a régit le monde des relations commerciales et qui est l'apanage de tous ceux qu'on considère comme étant des États libéraux aujourd'hui en faveur de ça. Mais Ricardo disait l'avantage comparatif sans mettre une virgule en disant « sauf si cet avantage comparatif résulte d'externalités négatives que sont la dégradation de la biodiversité ou l'émission de CO2. » Et pour moi, le combat du moment, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les clauses miroirs, mais je pense qu'il faut aller même un cran plus loin, c'est le combat au niveau de l'OMC, ce qu'on doit réussir à faire changer. Et ça prendra du temps. J'ai mes petites victoires au fur et à mesure, mais ça prendra du temps. C'est qu'il faut qu'on change le paradigme même du fondement de nos règles de commerce international. Ricardo doit laisser sa place à quelqu'un qui sera le prochain Ricardo, qui développera de nouvelles thèses, des économistes, des scientifiques, des chercheurs, peut-être Philippe Mauguin, je ne sais, mais il faut que ce soit quelqu'un qui... il faut que collégialement, à l'international, on arrive à dire maintenant les thèses de Ricardo, ça suffit, il faut rajouter la virgule, sauf quand c'est de l'externalité négative, et c'est-à-dire de la dégradation de la biodiversité. En Europe, je peux vous dire que c'est
des montagnes qu'il faut qu'on arrive à pousser. Je le redis, on a nos victoires pour l'instant, que ce soit sur la PAC, que ce soit sur le Green Deal. On ne va pas du tout encore assez loin. On en fera la priorité de la présidence française de l'Union européenne. Il faut le porter au niveau de l'OMC, il faut le porter au niveau des COP. On fait aujourd'hui avec une coalition en faveur de l'agroécologie. Il faut que dorénavant, on se dise à chaque fois, on a cette pensée agricole, mais aussi cette pensée commerciale et qu'on refonde les choses. Voilà ce que je voulais vous dire de manière raccourcie. Merci. Merci beaucoup. Madame la ministre, je vous propose d'enchaîner. Merci, Monsieur le Ministre, cher Julien. Bonjour à tous et je suis très heureuse de vous accueillir au Congrès mondial de la nature, même si je trouve cela tout à fait naturel. Quand nous savons la part de l'agriculture dans les enjeux de préservation de l'environnement et de la biodiversité, il était tout à fait évident que nous devions avoir ce moment et trouver ces espaces de discussion sur le Congrès, sur ces enjeux. Avec aujourd'hui une dimension scientifique qui est essentielle et dans ton propos, tu viens de le souligner, puisque cette transition, ce chemin qui nous appartient en responsabilité de construire, ce chemin commun, il ne peut être qu'éclairé par la recherche et par les solutions que la science peut apporter. Avec beaucoup de solutions également qui se trouvent dans la nature et dont les uns les autres s'inspirent. Et puis cette nécessaire réconciliation, je crois qu'effectivement, à aucun moment, nous n'avons pu imaginer nous enfermer dans nos ministères respectifs, pour être un peu caricatural. Il convient absolument de travailler en commun à chaque instant. C'est un chemin que nous avons choisi ensemble au travers du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Nous le poursuivons sur la forêt et d'une manière générale, chaque jour, et j'en remercie d'ailleurs nos équipes ici présentes, chaque jour, nous travaillons à décloisonner ces enjeux pour dessiner cet équilibre entre les politiques agricoles et la préservation de l'environnement, avec une transition vers l'agroécologie qui est évidemment très, très éclairée aujourd'hui au niveau scientifique, les impacts sur la restauration de la biodiversité qui sont énormes, un pari que la France porte de longue date, puisque nous savons qu'agriculture et environnement ne s'opposent pas, et loin de là. Le stockage de carbone, tu l'as dit, agit dans la lutte contre le changement climatique. Les rendements sont directement liés aux insectes pollinisateurs. Et cette définition qui est aujourd'hui assez consensuelle au niveau international de l'agroécologie, elle se lie aussi en ce moment dans le pacte vert européen, dans la stratégie biodiversité de la Commission, dans la stratégie de la ferme à la table. Je crois qu'aujourd'hui, au plus haut niveau, on a cette conscience et cette parole très forte sur cet équilibre entre ces différents enjeux. On est donc dans un moment très clairement particulier, que ce soit au niveau national. On le voit dans la réécriture qui m'occupe depuis le début de l'année de la stratégie nationale biodiversité, dans laquelle j'ai vraiment souhaité que les agriculteurs aient toute leur part et toute leur place. Et donc nous avons débuté la réécriture de cette stratégie par des concertations territoriales et au sein des comités régionaux de la biodiversité, dans toutes les instances de dialogue qui ont eu lieu dans le premier semestre de cette année. Chacun a pu participer, produire des préconisations et des avis sur cette stratégie. Nous avons cette stratégie protégée qui a été publiée au mois de janvier et dans laquelle je ne vous cache pas m'être largement inspirée de ce que j'ai pu vivre en tant qu'une des mamans du 11e parc national des forêts, où autour de la table, sur un espace préservé qui a connu évidemment beaucoup de résistance à l'arrivée de ce parc national par crainte de devoir changer certaines pratiques, alors même que ce paysage, ce territoire, il a été dessiné par les agriculteurs qui le font vivre. Eh bien, je crois que cet espace d'échange dans lequel nous avons été appelés à voir naître ce parc national, avec autour de la table tous les acteurs et au premier rang desquels les agriculteurs, et évidemment les associations et acteurs de la préservation de l'environnement, il a été d'une telle richesse que vraiment il inspire tout mon travail au ministère de la Transition écologique et je vous remercie de le partager avec nous, puisque effectivement nous attelons à casser ces caricatures qui voudraient qu'on ne sache pas trouver ce chemin commun. Avec aujourd'hui donc des rapports scientifiques qui le disent effectivement, et on ne détourne pas le regard, et votre présence ici le montre.
un impact de l'agriculture et une responsabilité, mais comme beaucoup d'autres secteurs productifs, dans ce déclin de la biodiversité, avec une standardisation des paysages qui a pu concourir à la destruction d'habitats et par conséquent donc, de certaines espèces. Et pourtant, on le sait, un tiers de ce que nous mangeons dépend de cette pollinisation des insectes. Et donc, tout le monde est on ne peut plus conscient de cette nécessité à préserver ce système et ces cycles, avec donc dès à présent une nature qui rend de nombreux services environnementaux et des agriculteurs qui s'y emploient avec des systèmes économes en intrants, avec des systèmes agroforestiers, des systèmes herbagers extensifs qui viennent en écho à ces démarches de transition vers l'agriculture biologique, dans le HVE et dans toute cette agriculture raisonnée qui s'engage au fur et à mesure que la science éclaire le chemin dans ces transitions. Avec d'ailleurs des représentants du monde agricole qui nous font part aujourd'hui de leurs témoignages et de leurs engagements, et je les en remercie. Christiane Lambert, merci d'être ici. J'ai une pensée également pour Nicolas Giraud de la Confédération paysanne qui devait se joindre à nous et qui pour des raisons logistiques n'a pas pu le faire, mais tout le monde sait ici leur réflexion sur les modèles et des pratiques toujours à l'équilibre entre production et environnement qui éclairent le chemin. Et un développement donc, de l'agroécologie qui a évidemment besoin de cette connaissance pour comprendre les interactions entre vivants, nature et simplement l'humanité. Nous avons donc ce chemin de réconciliation qui se traduit dans le Varenne agricole de l'eau que je ne souhaite pas oublier parce que dans le quotidien des agriculteurs, dans le quotidien de nos territoires, eh bien, cette adaptation à la ressource face au dérèglement climatique et face à une évolution qui est nécessaire de certaines pratiques, qui doit s'adapter au plus près, au-delà des aspects qualitatifs, à la notion de gestion quantitative, et à nouveau sans dogmatisme, qui doivent absolument nous permettre de construire des projets de territoire au plus près des besoins. Donc, ce travail, cet éclairage, qui est aussi au quotidien l'œuvre de l'Office français de la biodiversité, des agences de l'eau, auxquelles j'ai demandé de renforcer leur accompagnement des agriculteurs en valorisant des expérimentations agroécologiques, notamment celles que l'on va pouvoir trouver auprès des gestionnaires d'aires protégées, des collectivités, sur les aires d'alimentation de captage, ou dans des modes de financement innovants auprès des agriculteurs, innovants même si vous les pratiquez de longue date, mais qui doivent aujourd'hui vraiment trouver une valorisation qui est renforcée. Ce principe des paiements pour services environnementaux qui me semble être un levier extrêmement intéressant et à renforcer. Avec donc à nouveau cette responsabilité partagée de ne pas opposer mais d'accompagner et en donnant à tous des solutions. Je crois que quand on parle de disruption, être disruptif aujourd'hui, ça n'est pas renverser la table et renverser et changer le modèle, c'est simplement donner à tous le plus largement possible un accès et la possibilité de se saisir des solutions que la science aujourd'hui nous propose et met à disposition des agriculteurs. Avec un travail donc interministériel qu'évidemment nous poursuivrons avec Julien Denormandie, avec d'autres, pour partager le plus largement possible ces solutions, avec des moyens aujourd'hui. Nous sommes dans un moment tout de même particulier où le plan de relance ou l'investissement dans le cadre de France 2030 doit nous permettre de rendre accessibles toutes ces solutions. Et puis, donc, un espace de concertation et d'échange, de partage de nos expériences qu'il faut démultiplier. Je m'y applique dans la stratégie nationale aires protégées. Nous le poursuivrons au plus près, non seulement des régions, là où l'agriculture, évidemment, est également partie prenante, mais même des départements, parce que nous devons être au plus près des situations locales pour répondre vraiment le plus finement aux enjeux des territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame et Monsieur le Ministre, pour ces propos introductifs qui campent parfaitement le décor, les enjeux, mais aussi la complexité et l'intrication de ces enjeux, l'implication politique de premier plan que vous incarnez pour agir. Mais l'action, elle se fait, et vous l'avez dit, sur le terrain, par les acteurs. Et pour illustrer cela, eh bien, tout d'abord, nous allons voir un petit film de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, de M. Ferret, plus précisément, qui illustre l'action conduite en matière de mise en œuvre des paiements pour services environnementaux. Et ensuite, je donnerai la parole à Madame Lambert. Est-ce qu'on peut lancer le film ?
Suspense, comme dit Madame Lambert. Je crois que le film était censé démarrer automatiquement, mais peut-être qu'il faut l'aider. Merci. Il y a toujours cette activité d'élevage sur ces 30 000 hectares de zones humides. Le parc, c'est quand même 30 000 hectares. C'est 1150 exploitants agricoles. Et cette juxtaposition nature-agriculture fait que ça en fait un site unique parce que la biodiversité y est présente. L'élevage au marais se décline sur deux actions. Une première action qui est l'élevage extensif en zone humide et un prolongement de ces actions, mais qui se décline plus comme un outil que sont les PSE, les paiements pour services environnementaux. L'agriculteur est reconnu pour effectuer ces services environnementaux, que ce soit au niveau des haies, que ce soit au niveau des mares, que ce soit au niveau des prairies. Et ça redonne une fierté, une ambition au monde agricole de cette fois-ci de ne pas être accompagné à coup de subventions, mais dire, quand vous faites bien, on vous accompagne pour faire encore plus. En termes de contribution de l'Agence de l'eau, il y a une contribution qui varie de 50 à 80% en termes d'ingénierie. Sur les paiements aux services environnementaux, c'est 100% l'Agence de l'eau. La rémunération de services environnementaux, c'est l'outil de demain. Donc on l'expérimente, on va le mettre en place maintenant. Accrocher les agriculteurs à une idée nouvelle, ça n'a pas forcément été évident parce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas faire facilement, c'est de donner une valeur à la biodiversité préservée. Ici, on produit en fonction de ce que le sol peut donner. Par exemple, beaucoup d'entre nous ont suspendu totalement non, mais ont réduit de façon drastique l'utilisation d'intrants d'origine chimique. Que ce soit des engrais, que ce soit des pesticides. On doit travailler là-dessus pour revenir à l'essence même, une eau en quantité et de qualité, une agriculture préservée et une biodiversité largement préservée, voire retrouvée. Voilà, ce petit film pour illustrer les paiements pour services environnementaux qui sont... voilà, la France est précurseur en la matière et là, on a une illustration concrète d'une approche qui se renouvelle et qui intègre les différents enjeux. Mais je pense que nous pouvons avoir d'autres illustrations avec vous, Madame Lambert. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, très contente d'être avec vous ce matin et merci aux organisateurs de permettre à la FNSEA de porter la voix des agriculteurs dans ces débats. L'accueil par la France du Congrès mondial de la nature est une opportunité effectivement pour montrer tout ce qui est fait. J'ai participé à plusieurs conférences et je vois l'intérêt et le plaisir qu'ont les entreprises et les collectivités de témoigner tous les engagements qui sont faits. J'ai choisi moi aussi, au-delà d'un propos général, de vous témoigner d'un certain nombre d'exemples. J'en ai retenu 5 et merci de nous avoir fait voyager en Normandie pour ce magnifique reportage et cette réalisation très concrète. Il y en a plein d'autres de cette nature. Alors oui, l'agriculture est véritablement une alliée pour la biodiversité et consciente du déclin général de la biodiversité attesté par les études scientifiques. La FNSEA, en tant que syndicat majoritaire de la profession agricole, s'est saisie depuis plusieurs années de cet enjeu. Les agriculteurs, la profession agricole, nous sommes par nature le principal aménageur paysager, avec les champs, les coteaux, les haies, les prairies, les mares, les bosquets, etc., qui représentent des réservoirs de biodiversité exceptionnels. Car la biodiversité ne se résume pas à la protection d'espaces remarquables. La biodiversité biologique, la diversité biologique réside beaucoup aussi dans la biodiversité dite domestique présente dans les territoires agricoles. Également la diversité des races qui sont élevées dans chacune des espèces animales, des variétés cultivées, créant ainsi une mosaïque paysagère.
Cette biodiversité ordinaire, elle est le socle de notre vie quotidienne. En outre, le milieu riche en biodiversité floristique et faunistique, le ministre de l'Agriculture, ingénieur agronome, l'a souligné, est plus à même de s'adapter aux invasions d'insectes, aux changements climatiques, aux inondations ou aux sécheresses. Et à ce titre, dans le plan de relance, France Relance, il y a une véritable opportunité d'appuyer notre travail quotidien en faveur de la préservation de la biodiversité, par exemple avec l'action Plantons des haies, l'accompagnement vers plus de biocontrôle et d'alternatives aux produits phytosanitaires, ou encore le plan protéines, dont les deux défis majeurs sont bien sûr la lutte contre la déforestation importée, c'est très souvent milité et c'est nécessaire de le contester, mais aussi par la concrétisation de l'objectif de souveraineté alimentaire remis au devant de la scène depuis la crise sanitaire. Pour l'agriculture française, la souveraineté alimentaire implique une responsabilité de la puissance publique, mais aussi des acteurs, de s'engager à fournir une production durable, une alimentation pour tous, en produisant toutes les gammes. Il nous faut donc conjuguer souveraineté alimentaire, transition écologique et lutte contre le changement climatique. La France a la chance d'avoir une très grande diversité des modèles agricoles. Nous sommes ici à Marseille, ça ne ressemble pas à ce que nous avons vu en Normandie, ça ne ressemble pas à mon Anjou d'aujourd'hui, ni à mon Cantal natal. Cette diversité des territoires, elle est beaucoup façonnée par des générations d'agriculteurs qui se sont succédés. C'est une vraie richesse. L'agriculture française est reconnue comme une des plus durables au monde dans un certain nombre de classements et nous voulons le conserver. Mais face aux événements climatiques de plus en plus violents et récurrents, une gestion équilibrée de la ressource en eau s'impose aussi. Et je salue le travail conjoint de M. Denormandie et de Mme Abba qui ont lancé ensemble le Varenne agricole de l'eau et de la lutte contre le changement climatique, car c'est la bonne façon d'appréhender les choses sans opposer agriculture et environnement, agriculture et biodiversité. Les projets territoriaux de gestion de l'eau qui l'abordent de façon gestion partagée et partage de la richesse en eau sont aussi vecteurs de dialogue en territoire qui permettront de lever certains tabous, certaines incompréhensions. Et dans un contexte où les aléas vont se multiplier, mais où l'eau est nécessaire à toute production, l'eau c'est la vie, il n'y a pas d'agriculture sans eau, il n'y a pas de production sans eau, nous devons trouver une façon de construire des compromis. Et si nous réussissons, nous pourrons ainsi avoir plus de vie dans les cours d'eau, dans les sols, mais aussi plus de diversité dans les espèces cultivées et plus de valeur ajoutée en territoire. Alors au quotidien, sur le terrain, la FNSEA est engagée aux côtés des agriculteurs pour l'évolution des pratiques favorables à la biodiversité et porte un certain nombre de projets. J'en ai retenu 5. Le premier, c'est le dispositif Agriphone, qui a 15 ans d'âge. Et depuis 15 ans, nous travaillons avec l'Office français de la biodiversité, les chambres d'agriculture, la Fédération nationale de la chasse, pour développer des synergies en territoire entre la production agricole et la préservation de la faune sauvage. Cette collaboration a permis de promouvoir et de valoriser des pratiques qui concilient agronomie, économie et biodiversité. À titre d'exemple, le bord des champs et le pied de haie étaient souvent considérés par les agriculteurs comme des surfaces herbacées difficiles à gérer. Nous avons, par un travail conjoint et des références scientifiques, permis qu'ils soient aujourd'hui perçus comme des réservoirs de biodiversité, des réservoirs pour les ravageurs et pour la lutte contre les adventices. Et il faut donc encourager ces dynamiques-là davantage. Nous avons re-signé la Convention. Mais nos actions pour la biodiversité ont également débouché, plus récemment, en 2017, sur la création de l'association Contrat de solutions pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes, qui regroupe aujourd'hui 44 partenaires, c'est historique, afin de construire des solutions concrètes, efficaces et durables et adaptées à toutes les productions pour la protection des plantes. Et ce, sur l'ensemble du territoire français. Nous en sommes à la 7e version. Nous avons aujourd'hui 100 fiches actions. C'est une véritable boîte à outils pour les producteurs. Et grâce au travail des partenaires pour accélérer le déploiement des solutions basées sur la science, et je remercie l'INRAE d'être copilote de notre groupe agronomie, nous offrons des alternatives ou des compléments à l'utilisation des phytos, que ce soit en agriculture conventionnelle ou pour le déploiement de l'agriculture biologique. L'une des fiches, la fiche 4, s'intitule « Bande fleurie pour optimiser le service de régulation naturelle des bioagresseurs apportés par la faune auxiliaire ».
Et son objectif est de favoriser l'équilibre proie-prédateur et ainsi de limiter l'usage des produits phytosanitaires. Enchaînement facile pour la troisième action. Nous avons fait un travail avec un ingénieur d'AgroParisTech sur l'identification des initiatives agricoles favorables aux pollinisateurs dans les départements français, au plus proche des territoires. Et cela a permis de montrer que les agriculteurs travaillent aujourd'hui sur l'amélioration de la ressource alimentaire. Vous avez vu la déclaration récente des apiculteurs qui souhaitent qu'il y ait davantage de colza, qui est le meilleur restaurant pour les abeilles, l'amélioration de la ressource alimentaire pollinisateur et la transition de nos pratiques et surtout l'amplification de ces actions. Quatrième exemple, le programme EPITER. EPITER, ça rejoint pleinement les contrats de prestation pour services environnementaux. Nous proposons aujourd'hui aux collectivités, aux entreprises, à côté de tout ce qui est fait pour le carbone, qui est très réputé, des compensations biodiversité, sol, et nous voulons qu'elles soient rémunérées. Ainsi, depuis 2020, date du lancement du programme, déjà une quinzaine de projets ont été lancés avec différentes collectivités et entreprises. Pour les entreprises, cela correspond à l'atteinte de leurs objectifs RSE. Et en un an, plus de 60 agriculteurs, plus de 1000 ruches, plus de 400 hectares, des dizaines de mares, des dizaines de kilomètres de haies sont aujourd'hui restaurés, rémunérés pour avoir été innovants dans ce domaine. Et Kering a communiqué hier, Kering, fleuron du luxe et de la mode, dans le domaine de l'agriculture régénératrice, nous sommes EPITER, l'interlocuteur de Kering en France, qui le fait dans plus de 10 pays dans le monde. Cinquième et dernier exemple, Adivalor, parce que l'agriculture utilise un certain nombre d'emballages, carton, plastique de tous ordres, issus du pétrole et donc du fossile, 350 industriels et importateurs, 1300 opérateurs de collecte, 300 000 agriculteurs trieurs qui, chaque année, emballent et collectent leurs déchets, les nettoient pour les relivrer et éviter ainsi qu'ils ne se transforment en polluants lâchés dans la nature. La France est le seul pays à pratiquer ainsi et à recycler plus de 90% des produits d'emballage agricole. Nous sommes pays référents et nous avions communiqué avec la secrétaire d'État, Mme Poisson, qui avait reconnu cette démarche originale que beaucoup de pays nous envient. Alors voilà tout ce que nous faisons. Ces réalisations montrent, s'il en était besoin, le lien de plus en plus fort entre agriculture et environnement, entre agriculture et biodiversité, et nous sommes prêts à faire davantage. J'aurais pu citer d'autres actions dans les zones Natura 2000, les réserves naturelles, les aires d'alimentation de captage, vous les avez citées, les associations de type Symbiose dans la Marne, Solénat en Pays de la Loire, Allium en Bretagne, les partenariats avec la LPO, avec les conservatoires naturels ou encore les chambres d'agriculture et le muséum d'histoire naturelle qui ensemble font un observatoire de la biodiversité agricole qui donne des résultats très intéressants et outils d'aide à la décision pour les agriculteurs. Bien sûr, toutes les mesures de la PAC, les mesures agri-environnementales, les bonnes conditions agricoles et environnementales qui, elles aussi, de façon plus réglementaire, accompagnent les agriculteurs. Alors demain, eh bien, nous avons le souci d'aller plus loin et nous avons décidé aujourd'hui, FNSEA, d'officialiser dans ce Congrès mondial de la nature notre candidature au programme Engagé pour la nature. Nous allons déposer notre candidature pour montrer l'interdépendance et les liens étroits entre l'agriculture et la biodiversité, à la fois dans les espaces agricoles cultivés, mais aussi dans les milieux naturels, CF la Normandie, que nous entretenons. Notre engagement, c'est aussi dans l'écriture et la réécriture de la stratégie biodiversité. Mais nous tenons à souligner ici, comme l'a fait le ministre de l'Agriculture, que développer davantage ces bonnes pratiques nécessite des moyens pour la recherche scientifique, l'accompagnement humain des agriculteurs, mais nécessite aussi une juste rémunération, l'équilibre économique des entreprises agricoles à la tête desquelles nous sommes, nous, agriculteurs, des réglementations pragmatiques, une limitation des distorsions de concurrence, notamment avec des accords commerciaux toxiques qui n'imposent pas les mêmes règles à l'entrée aux frontières. Clause miroir, mesures d'ajustement carbone aux frontières, plan protéines sont les priorités de la présidence française, tant mieux, cela va dans la bonne direction. Bien sûr aussi, la lutte contre l'artificialisation des sols, qui est l'une des causes importantes de perte de biodiversité. Alors, loin du constat atone de la perte de biodiversité, nous sommes vraiment au travail et nous en mesurons l'importance. Nous souhaitons aussi que les citoyens et les consommateurs soient sensibilisés à la nécessité d'accompagner les agriculteurs.
Le meilleur accompagnement, c'est l'acte d'achat. Choisir les produits des agriculteurs français qui font tous ces efforts, c'est conforter l'agriculture française, le Made in France, c'est conforter les territoires avec leur diversité, leur spécificité, les signes officiels de qualité, l'alimentation et la gastronomie de tradition. Et c'est le meilleur soutien qui puisse être apporté aux agriculteurs. Alors quand Bruno Le Maire a déclaré la semaine dernière « Je ne peux pas imposer aux aciéristes de décarboner leurs activités si je réimporte de l'acier chinois », j'ai envie de lui dire, dites tout pareil, je ne peux pas imposer aux agriculteurs et à l'agriculture française de décarboner ses activités si je réimporte des produits qui ne respectent absolument pas les mêmes règles. C'est le même débat, c'est le même combat. Et c'est pour ça que l'agriculture a plaisir à vous dire vraiment, de tout cœur, que nous sommes engagés dans ces combats-là, mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'un soutien citoyen et national pour réussir ce pari-là. Merci de m'avoir permis de vous le dire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je crois qu'il était important d'avoir ces présentations entre le petit film et puis votre intervention de solutions qui existent, qui sont à l'œuvre, qui doivent encore se déployer, parfois changer d'ampleur, accompagnées par des politiques publiques qui sont posées et portées. Mais bien entendu, il faut aussi inventer des solutions nouvelles et c'est aussi l'enjeu du lien avec la science. Et donc je vais donner la parole à Philippe Mauguin, président de l'INRAE, pour justement illustrer cette articulation nécessaire et j'allais dire vitale entre des politiques publiques et puis la recherche pour notamment donc, sur la biodiversité et l'agriculture. Cher Philippe, tu as la parole. Merci Thomas, Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers collègues, Madame la présidente de la FNSEA, avec les collègues qui sont présentes, présidents du CIRAD et de l'IRD, Elisabeth Clavry de Saint-Martin et Valérie Verdier, on avait souhaité, et avec nos collègues scientifiques qui vont intervenir ensuite, effectivement présenter quelques exemples, parce que le sujet est énorme, des recherches qu'on entreprend au niveau national et international pour essayer de résoudre cette équation. Cultiver de façon durable la biodiversité comme élément de la durabilité de l'agriculture. C'est important de le faire ici, dans ce congrès mondial de la nature, parce qu'on l'a dit, l'enjeu est planétaire, et parce qu'on ne trouvera pas des solutions tout seul, en France ni même en Europe, si on n'est pas engagé avec des partenariats forts en sciences comme au niveau des politiques publiques. Alors, quelques mots, peut-être rapidement, parce qu'on est avec une salle globalement d'initiés, mais on m'avait demandé de rappeler quelques éléments avant de passer à la science plus fine sur la biodiversité, le lien entre biodiversité et agriculture. Alors, la biodiversité, c'est un concept qui a été progressivement défini dans les années 80 autour de la diversité biologique, l'ensemble des espèces vivantes. Et on comprend, ça va sans dire, l'ensemble des espèces, micro-organismes, végétaux, animaux qui sont présents dans les milieux. Et comme ça a déjà été dit, évidemment, l'agriculture, comme la forêt, qui sont très présents sur les espaces naturels anthropisés, sont des acteurs clés de cette biodiversité. Et sans être trop long, on peut rappeler que c'est le sommet de Rio de Janeiro en 92 qui avait donné lieu à la signature de la Convention sur la diversité biologique et qui avait fait reconnaître, et c'est important de le dire, dans son article 8, l'importance de préserver et maintenir les connaissances, les innovations, les pratiques des communautés locales qui incarnent des modes de vie traditionnels et qui présentent aussi un intérêt clé pour la conservation de la diversité biologique. Et c'est vrai, évidemment, dans les pays du Sud que connaissent bien et pratiquent nos collègues du CIRAD et de l'IRD. C'est vrai dans les pays du Nord, c'est vrai partout. Et c'est évidemment après assez compliqué de trouver des solutions qui soient équilibrées au niveau écologique, économique et social. Mais c'est un enjeu important que je voulais rappeler. Alors on est passé, depuis ces moments fondateurs, progressivement, on a affiné les concepts. On est passé de la biodiversité en agriculture à l'agrobiodiversité. Ça, c'est une définition qui est proposée par la FAO. Donc l'agrobiodiversité, voilà, la diapo le présente pour ceux qui ont une bonne vue. Toutes les races végétales et animales en agriculture, les parents sauvages, les espèces d'origine, les espèces en interaction aussi. On pense évidemment aux pollinisateurs, mais aussi aux symbiotes, aux parasites, aux prédateurs. Tout ça, ça constitue finalement
la grande famille de l'agro-biodiversité qu'on va essayer de comprendre, de protéger pour trouver ces solutions durables. Et la variabilité des organismes vivants qui contribuent à la nourriture et à l'agriculture sont évidemment des objets d'étude et de recherche. On a pour l'essentiel des systèmes agricoles en milieu ouvert, mais pas que. On va aussi travailler sur les systèmes qui sont parfois de l'agriculture urbaine. Enfin, toutes les espèces vivantes aux différentes échelles vont être étudiées. Alors sur la diapositive suivante, on rappelle que l'agrobiodiversité, justement, elle doit s'apprécier à différents niveaux. Ce qui est un enjeu passionnant pour les scientifiques, mais voilà, complique aussi la tâche. Depuis les gènes jusqu'aux écosystèmes, en passant par les espèces. La diversité génétique, c'est évidemment une source d'adaptabilité qui est irremplaçable. Et probablement, on va le voir ensuite avec quelques chiffres, on a perdu dans les 50 dernières années. On a régressé sur la diversité génétique. On en parlait en aparté avec le ministre qui me citait l'exemple des blés où on devrait être, et on est plutôt d'accord, hein, les chercheurs d'INRAE, diversifier les blés dans les cultures, ce qui n'est pas forcément simple et pratique à faire, mais un élément de résilience face au stress, aux extrêmes climatiques qui est fort. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Chine. Thierry Caquet reviendra tout à l'heure sur un magnifique exemple qu'on mène en partenariat avec des collègues chinois dans le Yunnan sur les rizières, où vous verrez comment la simple diversité de riz menée par les agriculteurs de façon traditionnelle permet d'avoir une résistance, une résilience extraordinaire sans intrants. Donc ça, le niveau des gènes, c'est important. Les espèces, la diversification des espèces, c'est un enjeu et ça va être un enjeu encore plus fort vu les chocs climatiques qu'on va avoir à affronter ensemble, y compris dans nos pays, dans les 20 à 30 prochaines années. Donc on aura probablement à retrouver dans les rotations, dans le végétal, mais aussi dans les choix de sélection animale, à retrouver de la diversification probablement au niveau des espèces si on veut faire face. Les écosystèmes, enfin, la connaissance des milieux, c'est un élément clé. On n'est pas justement hors sol quand on veut préparer ces évolutions. Et donc, et on sait aussi que la façon dont on va pouvoir prévenir, on a parlé des sols, Christiane Lambert l'a fait, le ministre y est aussi très attaché. Nous, on travaille beaucoup sur la biodiversité dans les sols. Et à l'échelle des écosystèmes, c'est là aussi qu'on va retrouver un lien entre le climat et la biodiversité avec tout le travail qui est fait sur le carbone et la séquestration du carbone. C'est un enjeu important. Voilà. Donc il faut travailler à toutes les échelles. Quelques chiffres maintenant qui sont aussi connus, évidemment des acteurs du Congrès de la Nature. C'est ce rythme de dégradation sans précédent de la biodiversité au cours des 50 dernières années. On aurait pu mettre beaucoup d'indicateurs. J'en ai retenu qu'un du rapport de l'IPBES 2019. 1 million d'espèces menacées, 10% des espèces vivantes. Et c'est vrai, le ministre nous invite les scientifiques à dire les choses. Et c'est pas stigmatiser les agriculteurs et les agricultrices du monde que de le dire, que d'après l'IPBES, dans les sources d'impact sur la biodiversité, il y a l'agriculture en premier, l'exploitation des ressources biologiques, c'est aussi la pêche, le bois quand c'est une sylviculture pas durable, le changement climatique, toutes sortes de pollutions, les espèces invasives. Et c'est assez logique qu'on retrouve des secteurs qui occupent une grosse partie de l'espace émergé, soit finalement une source d'impact important qui peut être des contributions directes ou indirectes. Il y a plein de raisons. Ça peut être les changements d'usage des terres avec des agricultures moins diversifiées, une dégradation des sols dans un certain nombre de systèmes de production, la surexploitation des ressources naturelles, l'azote, le phosphore. On sait qu'on parle aussi régulièrement du dépassement des limites planétaires. Ce n'est pas sans lien avec les impacts sur la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre, l'impact des produits phytosanitaires. Tout ça, c'est des éléments qui contribuent. Ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que ça touche aussi l'agrobiodiversité utile de l'agriculture. Donc, on voit que sur les 6000 espèces végétales potentiellement cultivables et cultivées, il y en a 9 qui représentent 66% de la production totale au niveau mondial. Donc ça, c'est un fait de la compétition mondiale, des concurrences, des gains aussi qui ont été obtenus probablement grâce à la recherche, des gains d'efficacité. On a finalement réduit le nombre de cibles végétales et animales en sélection génétique. On a fait des progrès plus importants, c'est une forme de gain d'échelle en oubliant
Et ça, c'est la recherche mondiale qui est aussi concernée par ça. Et ça fait maintenant un paquet d'années qu'on réouvre les choix de recherche pour retrouver de la diversité. Mais ça, voilà, ça concerne l'agriculture mondiale. Sur les 7700 races locales d'animaux d'élevage menacées, il y en a 26% en danger d'extinction. On sait aussi, évidemment, c'est un enjeu majeur, les pollinisateurs, la disparition des colonies d'abeilles dans beaucoup de régions du monde. Il y a beaucoup de régions du monde, je pense à nos collègues américains, pour y être allés il n'y a pas si longtemps avant le Covid, où les pollinisateurs sont importés en Californie. Il y a des sociétés spécialisées qui amènent des abeilles, parce qu'il n'y a plus d'abeilles sur les champs. Et donc, c'est évidemment des situations qui ne sont pas durables. Alors, les conséquences, elles touchent la biodiversité en tant que patrimoine mondial de la planète, mais elles touchent aussi l'agriculture, si on ne réagissait pas, avec des risques à la fois sur des impacts sur la fertilité des sols, l'altération du service de la pollinisation, je l'ai dit, une moindre régulation des bioagresseurs. Comme le disait le ministre, c'est pas simple, mais il faut le faire et on s'y engage à retrouver des infrastructures écologiques, des haies pour retrouver, on le voit par exemple sur le plan betterave alternative aux néonicotinoïdes, il y a toute une série de pistes pour trouver des solutions durables aux néonicotinoïdes tout en protégeant la betterave. Un des éléments, ça va être aussi certainement lié aux infrastructures. Si on ne faisait rien, ben voilà, on a aussi une plus grande résilience, une plus grande fragilité aux extrêmes climatiques. Vous voyez peut-être sur ces deux photos, on est au Honduras, après l'ouragan Mitch, et on a à gauche des fermes en monoculture. Ah, on l'a pas. Ah, je parle trop vite. C'est pas le Honduras, c'était moi. Et donc j'allais incarner une petite agriculture de contour. On est toujours à Marseille. Il n'y a plus de diapos, les autres. Est-ce que vous... Ah oui, d'accord. J'ai cru que c'était toi qui avais la main sur les diapos. Non, tu n'as pas la main. Donc, c'est à vous que je fais signe. OK. Donc, voyez maintenant. Merci, messieurs. À gauche, on a des fermes de monoculture qui ont été très impactées par les coulées de boue. Et puis, à côté, dans le même pays, avec le même ouragan, des systèmes agroforestiers, une agriculture de contour, des cultures en terrasse qui ont beaucoup mieux résisté. On peut évidemment trouver des exemples comme ça dans nos contrées. Alors, ça, c'est le constat qui pourrait paraître, enfin, qui est effectivement alarmant. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions. Enfin, c'est là-dessus que travaillent les chercheurs, mais aussi les communautés paysannes, les agriculteurs. Il y a des leviers. Donc, les leviers de l'agroécologie, que je ne vais pas développer de façon trop longue, mais que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. C'est comment on va pouvoir avoir une économie circulaire, recycler la biomasse, y compris pour la fertilité des sols. Comment on va pouvoir utiliser des solutions basées sur la nature pour la protection contre les bioagresseurs. On va aussi travailler sur des diversifications des systèmes de production, des rotations, une meilleure couverture des sols, double effet positif, séquestration du carbone, et puis si c'est bien géré, mais c'est pas simple, moins besoin d'herbicides et une meilleure gestion des adventices. Donc c'est tous ces axes de recherche qu'on mène à la fois en recherche, on va dire de base, dans nos labos, mais évidemment beaucoup sur le terrain, en partenariat avec les acteurs. 3 exemples qui sont des exemples, les petites photos, messieurs. Voilà, merci. En France, et mes collègues du CIRAD et de l'IRD, évidemment, pourraient en montrer tout autant dans les pays du Sud. Donc le projet Bacchus, c'est dans le Libournais. Gautron, c'est dans la Drôme. Un verger expérimental complètement, on va dire, un peu révolutionnaire dans sa conception, et la plateforme des Poisses sur les grandes cultures. Et toutes ces plateformes ont été co-conçues avec les agriculteurs riverains pour expliquer comment on perçoit les enjeux aujourd'hui, demain, après-demain, pour faire des choix de culture avec eux. Et c'est des techniques, des approches agroécologiques assez révolutionnaires, mais encourageantes. Donc je vous invite, monsieur le ministre, madame la ministre, et puis tous les partenaires, en fonction de votre disponibilité, de venir visiter ces zones ateliers ou ces plateformes qui sont, je crois, porteuses d'espoir. Parce que là, on est confronté à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que ça soit aussi performant au niveau économique, que ça soit gérable au niveau temps de travail avec les agriculteurs et aussi efficace au niveau agroécologique. Donc pour finir, parce que j'ai probablement, cher Thomas, déjà été trop long. Oui, il me confirme. Bon, donc OK. Et le sujet n'était pas simple quand même. Donc la bonne nouvelle, je dirais, enfin le constat qu'on peut faire ensemble et qui va être illustré après avec des exemples plus précis, c'est pour la biodiversité comme pour le climat, l'agriculture est
une cause de réduction de biodiversité, comme elle est une cause de gaz à effet de serre. Elle est elle-même victime de la réduction de la biodiversité, comme elle est victime du dérèglement climatique. C'est aussi une solution. Et voilà, c'est ça un peu le take-home message qu'on pourrait avoir et qu'on essaye de mener. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler ensemble avec les acteurs professionnels et les organisations non gouvernementales qui sont aussi des partenaires de l'INRAE pour trouver des solutions qui soient durables. Et ça, on le fait aux différentes échelles. Donc merci de votre attention et merci par avance à nos collègues Yves Vigourou, Thierry Caquet, Didier Basile de l'IRD, d'INRAE et du CIRAD, d'illustrer de façon un peu plus précise que moi les leviers de solutions. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci, cher Philippe. C'était important d'avoir ce trait d'union avec la suite de cet événement et de la table ronde suivante. Je voudrais vous proposer de remercier tous nos intervenants pour cette première table ronde. Je vais les inviter à rejoindre la salle ou peut-être à devoir enchaîner en fonction de leur agenda. Je crains, puisqu'on a pris un petit peu de retard. Merci infiniment. Et j'invite Jean-Luc Schott à me rejoindre, puisque je vais lui passer le témoin et le micro. J'ai manqué à mes devoirs parce que je n'ai pas insisté en début de présentation, mais voilà, l'IRD a joué un rôle central dans l'organisation de cette manifestation et bien entendu, son apport est absolument irremplaçable. Donc, je vous laisse la parole et la table pour présenter vos invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Effectivement, je voudrais déjà remercier Madame la ministre, Monsieur le ministre et Madame la présidente de la FNSEA et Philippe Mauguin d'avoir posé le cadre des exemples qui vont vous être présentés par les collègues de l'INRAE, du CIRAD et de l'IRD. Il s'agit bien d'une construction commune que l'on a élaborée. Et notre ambition, c'est de vous faire poursuivre le voyage qui a été décrit très rapidement. Et on parlera de biodiversité génétique et intraspécifique, de diversité écosystémique et culturelle. Et on prolongera le voyage en Europe et dans d'autres pays. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à Yves Vigourou. Merci Yves. Le micro marche? Oui, très bien. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter une petite introduction très rapide pour revenir sur les enjeux à l'échelle mondiale et ensuite on enchaînera sur une étude, ce qu'apporte la recherche à la compréhension des conséquences qu'on a actuellement et des solutions qu'il pourrait y avoir au niveau sur la partie des conséquences, sur la partie génétique, sur la partie pluriespèce et sur la partie interaction avec la société. Donc, une des conséquences qu'on a à l'échelle globale, et il faudrait le diaporama. Est-ce qu'on pourra voir le diaporama? Voilà. C'est possible d'avoir la main sur le diaporama? Merci. Donc, ces graphiques représentent l'utilisation de l'espace, l'utilisation de l'espace terrestre, entre il y a moins de 6000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on voit aujourd'hui, entre les prairies et l'agriculture, on occupe plus de 50% de l'espace. Et entre 1700, où on était à peu près 700 millions, et aujourd'hui, on est 7,8 milliards, on a augmenté très fortement cette utilisation de l'espace. Donc en 300 ans, cette occupation de l'espace a augmenté fortement. Et aujourd'hui, émergent d'autres utilisations de cet espace, et notamment l'utilisation des villes, des routes, qui mangent notamment sur l'espace aujourd'hui agricole. Donc on a un impact relativement important sur l'espace total. Ça se traduit aussi par, quand on regarde quels sont les êtres vivants sur la planète. Aujourd'hui, la biomasse vivante sur notre planète, quand on considère les animaux, est largement dominée par les animaux d'élevage. En premier, les bovins, nous, et ensuite, on tombe encore sur des espèces domestiques, et ensuite sur les espèces naturelles. Donc on a modifié notre planète, et aujourd'hui, les animaux les plus fréquents à l'échelle mondiale
sont des animaux d'élevage. Et une illustration à gauche, c'est ce qui concerne les oiseaux. On a 10 000 espèces d'oiseaux environ à l'échelle du monde. Elles sont représentées par à peu près entre 300 milliards d'individus. Et aujourd'hui, l'élevage d'oiseaux représente à peu près le même chiffre. Donc on va présenter un petit peu quelles ont été les conséquences de cette évolution en termes de diversité, en termes de diversité interspécifique et agroécologie, en termes de diversité écosystémique et culturelle. Donc au niveau des plantes, et je me concentrerai sur les plantes, il y a à peu près de 400 000 espèces et 31 000 environ sont utilisées par l'homme et à peu près 5 000 participent à son alimentation. Mais seulement une vingtaine d'espèces contribuent à la grande majorité de notre alimentation mondiale, donc, et notamment les céréales, racines et tubercules et légumineuses. Ces espèces cultivées sont issues d'un processus qu'on appelle la domestication, qui a été initié il y a plus de 10 000 ans dans différentes régions du monde. Et un des exemples, c'est le maïs, dont on voit les photos avec l'ancêtre sauvage et aujourd'hui la forme cultivée. Et ça s'est passé dans une zone particulière du Mexique, vers la rivière Balsa. Au cours de ce processus, on a échantillonné la diversité. La diversité de nos plantes cultivées sont beaucoup plus faibles que la diversité des plantes qui ont donné ces plantes cultivées. Mais ensuite, on a une diversification de l'agriculture. Et même si on est parti sur une diversité relativement faible, on a créé une très grande diversité agricole. Et vous avez ici l'exemple aussi sur le maïs, avec des grains et des épis de couleur bleu, blanc. Mais celui qu'on connaît le plus en Europe, évidemment, c'est la forme jaune. Donc une forte création variétale. Et ensuite, dans les 100 dernières années, l'amélioration génétique a été associée avec une réduction très très forte de la diversité utilisée. Et un des exemples, une étude américaine a démontré que 5 variétés nord-américaines ont servi à développer l'ensemble des hybrides américains de maïs. Donc une très très forte réduction de la diversité utilisée. Ce que l'on sait, c'est que la colonisation à l'échelle globale de l'agriculture, et notamment la diffusion du maïs, la diffusion du riz, la diffusion du pommier en Europe, ont été associées entre formes cultivées et formes sauvages. Et c'est les échanges entre les formes cultivées et les formes sauvages qui ont permis ces adaptations à ces différents climats. Et donc ces apparentés sauvages, elles sont indispensables à l'adaptation de ces plantes cultivées à différents climats. Ces formes sauvages, on a un exemple en bas, elles se trouvent aujourd'hui menacées par l'intensification agricole ou par le développement d'infrastructures. Un des exemples pour démontrer que et pour montrer des exemples où cette diversité agricole permet l'adaptation, c'est des exemples et des recherches qui ont été menées au Sahel, donc au Niger, où à partir des périodes de très forte sécheresse, dans les années 70-90, on a pu démontrer que les variétés, les agriculteurs avaient sélectionné des variétés qui étaient plus adaptées, qui répondaient de manière plus efficace à un climat plus sec. Donc cette diversité qui existait avant ces périodes de sécheresse ont été remobilisées pour l'adaptation et donc jouent un effet tampon sur les futures conditions climatiques. Donc cette diversité génétique variétale, elle permet l'adaptation. Mais elle ne suffit pas. Si on projette dans les années 2050, on est toujours au Sahel, on est toujours sur une étude sur le mil, on a des zones rouges de très fort risque de maladaptation au futur, dans le futur, au changement climatique. Et la diversité qu'on trouve au sein des variétés cultivées ne suffit pas à cette adaptation-là. Et notamment, ce qui pourrait être utile, c'est l'utilisation aussi de revenir sur la diversité de ces formes sauvages qui poussent, elles, dans des environnements beaucoup plus extrêmes et notamment à des températures beaucoup plus élevées. Un autre exemple, concerne le café. Aujourd'hui, les deux espèces cultivées, c'est l'arabica et le robusta. Il existe d'autres espèces naturelles, Coffea stenophila notamment, qui sont des espèces qui ont des goûts très proches et des qualités très proches de l'arabica, mais par contre, qui poussent à des températures plus élevées, plus de degrés presque par rapport à l'espèce robusta, et plus 7 degrés par rapport à l'espèce arabica. Donc ces espèces sauvages-là, elles ont une forte diversité,
et elles sont adaptées à des environnements plus extrêmes et donc plus utiles pour l'agriculture du futur. Le problème en haut, c'est qu'elles se trouvent aujourd'hui menacées dans leur environnement naturel. Donc les messages clés sur cette partie plus génétique, c'est que l'adaptation de l'agriculture mondiale dépend de la diversité des variétés cultivées, mais aussi de ces apparentés sauvages, donc des environnements naturels dans lesquels ils poussent. Et la conservation de ces apparentés sauvages est un enjeu majeur pour l'agriculture et pour l'adaptation de l'agriculture. Et donc il est important de marier agriculture et enjeux de biodiversité, car, on l'a vu, l'agriculture occupe aujourd'hui une espace relativement importante à l'échelle de la surface cultivée. Et donc les espaces agricoles et les paysages agricoles doivent prendre leur place dans cette conservation. Donc on va passer sur le thème suivant. Ouais, merci Yves. Thierry, qui va nous parler de diversité interspécifique. Oui, par exemple. Je peux pas. Exposé. C'est bon, normalement, c'est l'exposé. Bien, bonjour au... C'est le même support. Bon, on ne voit pas les diapos, mais c'est pas grave, ça va rattraper, j'espère. C'est bien, moi je les vois, donc je vais vous les mimer si vous voulez. Donc tout à l'heure, Philippe Mauguin, dans son introduction, a insisté sur l'agroécologie et le développement de l'agroécologie et la nécessaire diversification des espèces cultivées ou élevées que cela implique. Merci pour les diapos. Et en fait, lorsqu'on parle de diversification et de mise en place de nouvelles espèces, en tout cas de diversité des espèces, eh bien, ça veut dire qu'on va chercher à mettre à profit les complémentarités et interactions positives entre espèces ou entre variétés. Alors c'est illustré de manière très schématique sur cette petite figure sur les plantes, où on va avoir par exemple chercher à explorer la facilitation des espèces qui vont être en coexistence. L'une va aider l'autre, entre guillemets, par exemple en solubilisant des éléments nutritifs ou en éliminant des ravageurs que l'autre espèce ne supporte pas. Ça peut être un partage des ressources entre des plantes de même espèce ou d'espèces différentes via les systèmes racinaires, via les symbioses racinaires, ou bien la complémentarité, qui est illustrée ici très schématiquement avec des pores très différents, des pores couvrants, des pores érigés pour la partie au-dessus du sol, ou bien des systèmes racinaires qui vont explorer des parties différentes, des profondeurs différentes du sol. Et donc, quand on va combiner des espèces, on va chercher à mettre à profit ces complémentarités pour maximiser les services écosystémiques et limiter ce qu'on a appelé les externalités négatives ou les impacts négatifs de l'agriculture. Alors, la diversité, on peut la manipuler et la faire évoluer à différentes échelles spatiales, mais aussi temporelles. La parcelle, l'exploitation, quand on a un certain territoire géré, et le système de culture, ce que l'on fait dans l'exploitation. Et puis, lorsqu'on prend un peu de distance, eh bien, on va raisonner à l'échelle des paysages, où l'on va pouvoir plusieurs exploitations, voire plusieurs occupations différentes du territoire. Alors, je vais prendre quelques exemples. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail. Si vous avez des questions, je serai à votre disposition. Philippe Mauguin a évoqué le projet Riz éternel, donc qui n'est pas un projet INRAE, mais INRAE et CIRAD. J'ai vu qu'Elisabeth avait réagi et c'est tout à fait normal. Où on a, en fait, avec les collègues chinois, travaillé sur un agrosystème en continu, dit durable, parce que depuis 1300 ans, on a l'impression que rien n'a changé dans cette région du Yunnan, où vivent les Hani, et qui, en fait, produisent du riz avec des rendements de 5 à 7 tonnes par hectare, ce qui est loin d'être ridicule, qui n'est pas le top peut-être de la production, mais qui est stable, sans fertilisants, sans pesticides, alors qu'est présent un ravageur majeur du riz, qui est le Pyricularia oryzae, un terme un peu bizarre, mais c'est un champignon qui est responsable d'une maladie, la périculariose. Et en fait, les collègues qui ont travaillé sur ce système ont démontré que si le système perdurait sans intrants phytosanitaires, c'est qu'on avait deux espèces, le riz indica, le riz japonica, et plein de variétés différentes dans ces différentes espèces, et que ces deux espèces avaient des stratégies de défense différentes vis-à-vis du parasite, certaines étant très spécifiques de certaines souches de pathogènes, d'autres souches, et en fait, entre ces deux espèces de riz, et donc le fait qu'on est dans une population ou dans une communauté mélangée des stratégies différentes de résistance et qu'on les panache, ça permet d'éviter la propagation de la maladie et le développement de la maladie. Et donc ça, c'est quelque chose de durable à partir du moment où on continue à maintenir la présence des deux espèces et pour chaque espèce, différentes variétés. Et ça conduit, du point de vue de l'INRAE cette fois-ci, à la mise en place d'un labo international avec nos collègues du Yunnan. Deuxième concept, deuxième question ou problématique, les plantes de service. On en parle de plus en plus. Ces plantes de service, c'est des plantes qu'on va cultiver, introduire dans l'espace agricole pour accompagner la culture principale, qui est l'objet de la culture, mais pour avoir des fonctions d'amélioration de la nutrition azotée, par exemple plus d'azote disponible, parce qu'on met des légumineuses qui, peut-être ne le savez-vous pas, mais fixent naturellement l'azote, le diazote de l'air, et le mettent dans les tissus vivants. Et lorsque les plantes se décomposent, ça libère de l'azote pour les autres plantes. Donc ça va être une capacité à avoir des plantes d'accompagnement qu'on ne va pas forcément récolter, mais qui aident la culture principale. Et c'est illustré par ce petit schéma avec un exemple sur le colza d'hiver, une plante d'Europe continentale, où l'on a pu montrer qu'il
certaines espèces, comme la lentille, la févrole, eh bien, pouvaient être semées en même temps que le colza et avoir un rôle notamment de fixation de l'azote. Et lorsque le gel survient, si tant est qu'il y a encore des jours de gel dans le futur, eh bien, ces plantes gélives, détruites par le gel, ce qui n'est pas le cas du colza, meurent et donc vont libérer des matières organiques fertilisantes pour le colza. Et ça permet de faire des économies d'intrants sur la culture. Donc il y a une économie aussi pour l'agriculteur. Il y a un coût initial d'implantation de plusieurs cultures, mais on peut se rattraper sur les intrants qu'on n'introduit pas. Autre idée, c'est de mettre dans la même parcelle des cultures en mélange. Culture associée, c'est pas nouveau, on n'a pas, je dirais, réinventé la roue, mais il y a beaucoup de projets sur le sujet. J'ai illustré en haut 2 projets européens en cours, Remix, où il y a le CIRAD et INRAE, et Divers Impact, où il y a INRAE, et avec nos collègues des instituts techniques qui travaillent sur ces questions au quotidien avec les agriculteurs. Donc, comment cultiver des espèces en association ? Comment valoriser la complémentarité entre espèces? Et le schéma qui est ici sur la droite de la diapo, hein, c'est une analyse, je ne rentre pas dans le détail. 2 critères ont été regardés sur plus de 150 expérimentations. Est-ce que le rendement de la culture que l'on souhaite récolter est augmenté ou diminué par la coculture? Et est-ce que le fait de co-cultiver des plantes a un effet sur la présence de ce qu'on appelle vulgairement des mauvaises herbes, qu'il est plus correct d'appeler des adventices, donc des plantes non désirées? Et en fait, ça vous montre que dans plus de la moitié des cas, 52% des cas analysés, eh bien, on a des rendements augmentés par la coculture et on a des gains aussi sur la biomasse adventice dans 80% des cas. Donc on peut, avec des cocultures, gagner sur du rendement, gagner sur la lutte contre les adventices, donc économiser des intrants et donc des impacts possibles sur la biodiversité. Après, la question, c'est quel est le travail supplémentaire que ça induit? Comment valorise-t-on ces cocultures? Parce que c'est pas tout de mélanger des plantes. Quand on les ramasse, si on les ramasse en mélange, il va falloir trier derrière. C'est possible, mais ça a un coût. Et comment finalement on fait le bilan économique et social de tout ça? En tout cas, des solutions existent et on peut les déployer. Partons un peu plus loin, sous les tropiques. Le jardin créole. Le jardin créole, c'est une structure traditionnelle agroforestière où sur une petite surface, 100-200 mètres carrés, vous avez plus d'une dizaine d'espèces végétales qui coexistent. Des tubercules, des légumes, des épices, des arbres, et puis des animaux, souvent élevés au piquet. Vous avez ici un bœuf caraïbe élevé au piquet, ça peut être des chèvres. Et l'idée, c'est que ces cultures vivrières qui permettent de faire vivre une famille à l'échelle finalement très locale, on peut raisonner en systématisant les études, et c'est ce que l'on fait avec le CIRAD sur la ferme expérimentale de Duclos en Guadeloupe, d'avoir des références technico-économiques pour les agriculteurs qui souhaitent les développer, mettre en place les innovations, tester les impacts sur les performances agroécologiques du système, mais aussi les autres services écosystémiques, stocker du carbone, épurer l'eau, la biodiversité. Et l'idée, ça a été de monter avec les agriculteurs, et c'est en cours, c'est le projet AgroEcodiv, financé en partie par l'Europe, avec le CIRAD, INRAE et l'Université des Antilles, un dispositif ouvert où les agriculteurs peuvent venir partager leur propre expérience de ces jardins créoles et aussi se ressourcer avec des idées que d'autres peuvent apporter, qu'on appelle de l'innovation ouverte. Le dernier point, c'est l'échelle des paysages. Ça a été évoqué tout à l'heure, on a vu un film magnifique. Le paysage, c'est aussi un espace dans lequel se baladent des organismes utiles, les pollinisateurs, et puis des organismes dont on se passerait bien, qu'on appelle souvent les bioagresseurs au sens large. Ça peut être des animaux, ça peut être des spores de champignons qui se dispersent. Eh bien, le paysage, ça va être une matrice dans laquelle se baladent ces organismes, qui se passent d'une parcelle à l'autre, directement, par contiguïté, ou alors en volant d'un espace à l'autre. Et ce que l'on sait, ce qu'on a pu montrer et puis observer, c'est que plus le paysage est simple, plus les infestations, les maladies se développent rapidement, se propagent rapidement, et moins il y a d'auxiliaires, donc d'espèces utiles pour lutter contre les bioagresseurs. Et donc on a regardé avec un projet Biodiversa, mené en Europe et au Canada, finalement, est-ce que cette idée qu'on a un petit peu que plus c'est simple, plus c'est vulnérable, c'est une réalité observée? Et notamment, quelles sont les conséquences de cette simplification du paysage sur la biodiversité compagne des espèces cultivées? Donc, je vous passe les détails. 8 régions du monde, la carte est petite, mais on voit à peu près où on est. Beaucoup en Europe, un petit peu au Canada. 7 groupes d'espèces observés. Les plantes qui ne sont pas les plantes cultivées, les abeilles, les papillons, les cirfes, des diptères très utiles pour à la fois lutter contre certains bioagresseurs et pour la pollinisation. Les carabes, des auxiliaires utiles, bien sûr. Les araignées, les oiseaux. Et donc, sans rentrer dans le détail technique, bien sûr, un indice de diversité qui, plus il est élevé, plus cette diversité utile, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets parce que c'est très très dur de dire qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais ces auxiliaires au sens large, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on se rend compte, c'est illustré en bas, que plus les parcelles sont grandes, plus cette diversité a tendance à diminuer, c'est significatif, quelle que soit la région du monde, donc c'est un signal assez fort qu'on retrouve partout.
Et par contre, quand on augmente la surface des habitats semi-naturels, on parlait des haies tout à l'heure, ça peut être d'autres espaces boisés dans le paysage, eh bien, on a une augmentation de cette diversité hein, sur l'axe vertical, ça augmente. Donc, on peut, et là après, c'est à ajuster en fonction des conditions locales et des pratiques, mais on peut travailler à la fois sur la taille des parcelles et sur la structure du paysage. Une figure qui est la dernière, où on a regardé aussi les services écosystémiques, pas simplement la biodiversité, en regardant quand on manipule la diversité dans les parcelles ou en dehors des parcelles, sur un ensemble de plus de 5000 études, une très très grande méta-analyse pour parler en langage un peu technique, eh bien on se rend compte que pour la plupart des sujets qui ont été observés, fertilité du sol, cycle de l'azote et du phosphore, séquestration du carbone, émissions de gaz à effet de serre, etc., et biodiversité, on a globalement des effets positifs de la diversification, qu'elle soit dans les parcelles ou hors parcelles. Les barres sont plus grandes pour les en parcelles parce qu'il y a plus d'études dans les parcelles qu'en dehors des parcelles. Mais globalement, le signal est positif. Donc les messages clés, je suis un peu le miroir de Yves et puis Didier fera pareil. La diversité, ça a été dit, et on l'a vu avec le riz éternel, elle est favorable à la résilience vis-à-vis de nombreux aléas, y compris des aléas biotiques. C'est vraiment, notamment pour les espèces végétales, mais aussi pour les animaux, la facilitation de la complémentarité qui est au cœur. Ça doit être géré dans l'espace, je vous l'ai dit, et je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais dans le temps, même si je parle très vite. Et quand on diversifie dans les parcelles et en dehors, on favorise les services écosystémiques, entre guillemets, en tout cas certains d'entre eux, et la biodiversité, sans compromettre le rendement des cultures. C'est quand même un message, je pense, important. Et je passe la parole à Didier pour la suite. Désolé pour la longueur. Mais 10 minutes. Ouais, merci. Donc je prends la suite de Yves et Thierry pour essayer de brosser un portrait qui élargit aux autres dimensions de la diversité, de la biodiversité, telles que les a présentées Philippe Mauguin, pour aller sur des niveaux de diversité qui sont plus englobants, diversité écosystémique, et rentrer dans tous les aspects culturels. C'est-à-dire que cette biodiversité est gérée par des humains, qui ont des organisations, des pratiques, et il est nécessaire de comprendre ces aspects sociaux pour bien pouvoir maintenir la biodiversité dans le temps. Et c'est de ça que je vais vous parler dans mon bref exposé. Et les 3 points clés que je voudrais aborder dans cet exposé, s'il y a 3 choses que j'aimerais que vous reteniez en partant de la salle, c'est comment penser ce qu'est un agroécosystème et cette vision du territoire qu'ont les acteurs locaux pour le mettre en valeur et interagir avec les ressources naturelles. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous dans mon exposé, c'est comment diversité cultivée et diversité culturelle sont interreliées et que les classifications qu'on peut faire, nous, scientifiques, ont peu de valeur sur le terrain et qu'il faut bien comprendre les cultures pour bien comprendre avec les communautés locales comment maintenir, préserver cette diversité sur place dans les territoires, dans les écosystèmes. Et le dernier point, c'est que même si on comprend l'organisation sur un territoire de cette diversité biologique, si on ne comprend pas les sociétés humaines qui façonnent les paysages, on va avoir du mal à travailler avec eux pour maintenir une activité agricole productive tout en gérant cette biodiversité. Et donc ces organisations sociales sont essentielles à comprendre. Pour revenir et faire le lien avec ce que disait Yves tout à l'heure par rapport à la diversité génétique, ce qu'on voit de gauche à droite, c'est un exemple sur les milles en Afrique de l'Ouest, de la domestication, l'adaptation, différenciation, et c'est bien des générations d'agriculteurs qui, du fait d'échanges, de partage de semences, sont arrivés à avoir toute cette palette de panicules de mil, de chandelles de mil, avec des couleurs, des tailles, des usages particuliers qui font que leur connaissance est essentielle pour nous pour travailler à des ressources génétiques utiles pour l'amélioration variétale de demain. Si on vient à une description de l'agroécosystème comme une organisation des activités et des espèces dans l'espace, je vais vous parler d'un cas que je connais bien dans la cordillère des Andes, autour de la culture du quinoa, qui est une culture de plus en plus connue à l'échelle mondiale. Le petit dessin a été fait par un géographe parisien dans les années 90 pour montrer que les communautés locales étaient capables de séquencer, compartimenter leur espace en fonction d'activités qui sont des activités de production, mais aussi de conservation, des activités rituelles, donc des espaces de montagne, des forêts sacrées, et que l'ensemble de ces éléments, qui soient des activités d'extraction, de lieux de culte, d'agriculture, de zones de conservation, de zones humides par rapport à des espèces qui interagissent avec leurs parcelles agricoles, sont toutes connues dans l'ensemble et dans leurs interactions. Et la partie droite, avec un étagement, si on peut conserver les diapositives pendant toute la présentation, c'est plus simple. Donc,
avec l'étagement, on revient bien sur ces caractéristiques d'adaptation des espèces, de différentes espèces, suivant les étages d'altitude, depuis 4000 mètres au bord du lac Titicaca jusqu'à plus de 4800 mètres, où il y a des espaces cultivés avec des variétés proches du quinoa ou des pommes de terre qui sont résistantes à des très hautes altitudes, avec très peu d'oxygène dans l'air et des nombres de jours de gelée par an très importants. Donc le travail qu'on fait, et l'image en bas à droite, comment on essaie de représenter avec les communautés locales ces ensembles d'espaces pour discuter avec eux de l'évolution de ces espaces. Un travail qu'on a encadré avec une étudiante chilienne au Pérou, c'est la représentation de la distribution de 7 espèces de parents sauvages du quinoa autour du lac Titicaca. Essayer de comprendre les imbrications de lieux où elles poussaient naturellement par rapport aux espaces cultivés. Et ce qui est intéressant sur ces 7 espèces, c'est le rectangle bleu qu'on a mentionné ici, c'est que les populations locales considèrent 4 espèces comme des espèces mères du quinoa. Et pour eux, c'est un pool génétique qui est capable d'interagir, de se croiser, de s'hybrider dans les champs. Et le travail qu'on a fait, c'était d'essayer de voir, de localiser la distribution de ces espèces pour voir si ces espèces se retrouvaient à l'intérieur des parcelles cultivées, en bordure des parcelles cultivées ou plus loin des parcelles cultivées dans des espaces naturels, pour essayer de voir, suivant les altitudes, comment il pouvait y avoir des flux de gènes, des croisements entre des espèces sauvages et des espèces cultivées au niveau de l'organisation de l'espace fait par les communautés locales. Derrière ça, ce qu'il faut voir, c'est un exemple qui a été conduit par mon collègue ici, Christian, en Afrique de l'Ouest, sur 144 villages, dans un projet financé par la Fondation Agropolis à Montpellier, un projet qui s'appelle COEX, pour coexistence. Et on voit que même si on connaît, si on est capable de décrire les espèces qui constituent la richesse de la diversité biologique à l'échelle d'un écosystème, c'est jamais suffisant, parce qu'il y a un ensemble d'éléments culturels qui sont essentiels à prendre en compte. Le premier point à gauche, c'est voir où se trouvent ces espèces par rapport à une distance à l'équateur, latitude, qui vont nous donner une durée du jour qui va permettre à certaines espèces de fleurir différemment dans le calendrier agricole. Et donc d'avoir possibilité d'interagir, de se croiser ou pas si les floraisons arrivent en même temps par rapport à des parents sauvages, comme le disait Yves tout à l'heure. Le deuxième graphique, le nombre de langues parlées dans un village, ce qu'on voit, c'est qu'on a un nombre d'espèces cultivées beaucoup plus important lorsque le nombre de langues parlées dans un village augmente. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette diversité culturelle, on a des sous-communautés à l'échelle d'un territoire et que chacun gère des composantes de biodiversité qui se complètent et qui se cumulent dans l'espace. De la même façon, on pourrait dire que progressivement, après l'installation de communautés sur un territoire, après le défrichement, mise en culture, les villages les plus anciens pourraient avoir tendance à s'homogénéiser. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dynamique permanente et que plus les villages sont anciens, plus il y a d'échanges et plus la diversité est importante. Et que le dernier élément à droite de cette image, c'est que si les paysans sont membres d'organisations paysannes, on voit les rectangles verts montrent qu'ils sont plus hauts que les rectangles rouges. Ce qui montre, c'est qu'il y a plus de dynamique d'échange entre les agriculteurs à l'échelle d'un village qui va favoriser le nombre d'espèces et de variétés cultivées dans l'organisation sociale du village. Mais ce n'est pas suffisant pour caractériser comment les paysans vont semer ou pas différentes variétés au niveau de leur exploitation agricole. Et ce schéma est particulièrement parlant par rapport à des contraintes d'organisation du travail. Et ce schéma montre que dans une exploitation agricole, pour pouvoir diversifier le nombre de variétés qu'on cultive, il faut être capable de gérer plusieurs itinéraires techniques en parallèle. Ça demande du temps parce que ça va définir une surface minimale par variété pour pouvoir y consacrer du temps. Et donc, il faut avoir une surface globale de l'exploitation suffisante pour avoir ces surfaces minimales par variété pour conduire des itinéraires techniques différents en parallèle. Et on voit que dans cet exemple du sorgho au Mali, un minimum de 2 hectares est recommandé, 2 à 3 hectares par variété. Et donc, les petites exploitations auront moins tendance, même si ce sont des gens qui connaissent bien la diversité variétale, à les cultiver. Et c'est des éléments essentiels à comprendre par rapport à la transition agroécologique, que la complexité d'un système par la diversification en espèces ou en variétés amène des contraintes de travail, de gestion de connaissances que tout le monde n'est pas capable d'assimiler au niveau d'une exploitation. Pour
compléter sur ce point, sur qui cultive la diversité, on a fait un travail toujours sur le sorgho au Mali, mais qui a donné les mêmes résultats sur le riz dans l'Himalaya, sur le maïs au Mexique et sur le quinoa dans les Andes, où on voit qu'à l'échelle d'une communauté, d'un village, la majorité des paysans, une année donnée, on a 70% qui ne sèment qu'une seule variété de l'espèce principale, de la principale céréale. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les paysans vont choisir la variété adaptée à l'année en fonction de l'arrivée des pluies et que par rapport à une gestion maintien de la diversité globale de la communauté, il est nécessaire de comprendre l'organisation de cette société pour voir comment se font les échanges, qui est détenteur des savoirs sur ces variétés et comment ces variétés circulent puisqu'elles sont en permanence en mouvement. Ce schéma résume une étude pilote qu'on a fait sur 5 villages du nord au sud du Mali à différentes latitudes et qui ont donné les mêmes résultats. Donc là, c'est un exemple sur un village près de Koutiala, pour ceux qui connaissent le Mali, à la frontière du Burkina, où on a montré qu'il y avait différents réseaux. Le premier réseau d'échange des variétés dans une communauté villageoise est un réseau de proximité. De proche en proche, les paysans voient ce que le voisin cultive, peuvent discuter, échanger des connaissances et de proche en proche, la variété peut diffuser. On a un comportement d'imitation parce qu'on acquiert les connaissances avec son voisin. Le deuxième réseau d'échange est où on a un personnage, un agriculteur qui est central, qui est reconnu pour avoir une surface cultivée sur cette variété suffisamment importante pour maintenir les traits, les caractéristiques de cette variété. C'est-à-dire que sur une petite parcelle, il y a plus de risque de flux de gènes par rapport à une parcelle voisine avec une variété différente. Donc des paysans qui sont reconnus pour maintenir une variété avec l'ensemble de ces caractéristiques seront centraux, seront des paysans au centre de réseau pour partager et multiplier la semence et la distribuer dans leur entourage. Et le dernier point, toujours par rapport à des questions de travail qui rejoint les questions de transition écologique, on voit que l'organisation du travail dans des communautés traditionnelles, on a des regroupements de personnes à différents temps du calendrier agricole, au moment de la préparation des sols, au moment du semis, du sarclage jusqu'à la récolte. Et ce qui fait qu'on a des réseaux familiaux où des frères, des cousins se retrouvent pour ces moments clés et ils apprennent, ils acquièrent des connaissances sur ces variétés et ils peuvent donc échanger des semences, ce qui fait que ces variétés peuvent circuler dans des conditions, des contextes pédoclimatiques assez différents et changer et s'adapter à nouveau et continuer à évoluer. Donc les messages clés que je voulais partager avec vous sur cette dimension écosystémique et culturelle, c'est que l'organisation spatiale des sociétés va définir une diversité d'agroécosystèmes qui reflète non seulement une adaptation au milieu, mais aussi des règles sociales particulières. Et c'est bien ces deux éléments qu'il faut comprendre pour gérer avec les communautés locales cette biodiversité. Que les agricultures des pays du Sud ne cloisonnent pas le vivant selon nos composantes occidentales entre un compartiment qui serait sauvage dans les écosystèmes naturels et cultivé dans nos parcelles agricoles. Et on le voit avec l'étude des parents sauvages des espèces cultivées, qui a une connaissance globale et qui a une reconnaissance des flux possibles entre des espèces dites sauvages pour nous et dites cultivées. Et que c'est ce continuum qui est extrêmement important à comprendre pour pouvoir échanger, accompagner ces communautés. Puisque l'organisation de l'espace agricole va être définie en fonction de cette compréhension et de leur utilisation du territoire. Troisième point, c'est que la représentation qu'ils ont du vivant donne une relation particulière à la nature. Donc je disais, si on veut aider ces communautés du Sud à s'adapter aux changements globaux, il faut comprendre leur organisation, leurs règles sociales. Et que les nouvelles formes de gouvernance de la biodiversité, aux différentes échelles, doivent appréhender les règles et coutumes locales pour respecter les droits des agriculteurs et surtout faciliter le dialogue entre des acteurs aux intérêts très différents, multiples et qui peuvent arriver en opposition parfois. Et c'est ce dialogue que nous, organisations de la recherche, on peut faciliter pour améliorer la conservation. Et les multiples dimensions de la biodiversité, pour résumer un peu tous nos propos, en font à la fois un objet biologique évident, social et politique. Et donc c'est un véritable dialogue entre toutes ces parties qui pourra conduire à la conservation. En termes de conclusion générale à nos trois propos, je voyais quelques éléments qu'on voulait partager avec vous par rapport à des approches assez différentes qu'on doit avoir par rapport à l'adaptation au changement climatique et à la conservation de la biodiversité. Parce que les dynamiques peuvent paraître similaires. On parle beaucoup des liens entre changement climatique et biodiversité. C'est évident qu'il y a des liens forts, mais les dynamiques sont différentes. Lorsqu'on regarde le changement climatique, on regarde beaucoup le stockage du carbone.
cet effet statique avec un effet cumulatif, c'est-à-dire quels sont les stocks de carbone et comment ils vont influencer le réchauffement climatique avec les dégagements s'ils sont trop importants. Donc on a un effet qui est à retardement, qui va être cumulatif et qui est souvent irréversible par rapport au réchauffement climatique. Dans le cadre de la biodiversité, on vous a parlé d'écosystèmes avec des niveaux génétiques, spécifiques, écosystémiques, avec toutes les règles sociales. On a un effet qui est beaucoup plus diffus et lorsqu'on regarde la perte progressive d'espèces d'habitat, on ne se rend pas compte immédiatement des conséquences de cette perte de biodiversité. Et pour la plupart avec une biodiversité ordinaire, dont on ne caractérise pas les services et les fonctions rendus à la société. Et donc on va avoir, quand on a un grand nombre d'espèces ou d'habitats qui disparaissent, des effets en cascade et avec des fonctions complètes et des services qui disparaissent. L'exemple des pollinisateurs en est un. C'est-à-dire un pollinisateur en soi, on va perdre quelques abeilles, mais lorsqu'on va perdre des pans entiers de nos pollinisateurs, on va avoir un effondrement de la production agricole qui sera une des conséquences. Un autre point important par rapport à la comparaison changement climatique-biodiversité, c'est qu'on a des modèles qui étudient le réchauffement, donc l'augmentation de température à l'échelle du globe, qu'on ne peut pas appliquer dans la compréhension de la biodiversité, qui demande de contextualiser à des échelles beaucoup plus locales, voire régionales. C'est pour ça qu'on parle de biomes, d'écosystèmes, on parle de forêts méditerranéennes, par exemple. Ce sont ces exemples. Et où les populations, la gestion des populations est essentielle par rapport à une adaptation changement climatique, qui est plus une réaction à un phénomène. On a vu par rapport aux aspects sociaux qu'ont montré Yves, Thierry et moi, que l'agrobiodiversité, la biodiversité agricole, est le fait de sociétés humaines. Et donc c'est bien cette gestion, cette action depuis toujours, des générations d'agriculteurs, depuis l'origine de l'agriculture, qui a fait expliquer l'état actuel de cette agrobiodiversité. Pour pouvoir aller plus loin et maintenir cette biodiversité dans les pays du Sud, où elle est essentielle pour la sécurité alimentaire des populations, il est nécessaire pour nous d'hybrider nos savoirs scientifiques avec des savoirs locaux. Et on sait qu'en travaillant ensemble, qu'on pourra apprendre ensemble pour se projeter dans une transition. Et comprendre la biodiversité, c'est aborder ça comme un système complexe, de voir les interactions écologiques réciproques, mais aussi intégrer les pratiques, les organisations, les formes de gouvernance pour renouveler nos approches et s'engager vraiment dans une co-construction avec les communautés, les acteurs, les différents groupes d'acteurs qui ont des intérêts pour définir une nouvelle relation à la nature, à la fois avec tous ces acteurs, mais aussi pour le bien-être de tous. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais dire deux mots. Merci beaucoup à mes collègues INRAE, CIRAD et IRD. Je voudrais juste dire un mot. Notre ambition était, au travers de ces quelques exemples, de vous montrer que la recherche française, au travers de l'INRAE, du CIRAD et de l'IRD, dans leur complémentarité et spécificité, produisent des connaissances qui sont à même à aider des prises de décision sur des stratégies d'agroécologie à déployer. Et donc, voilà, je voudrais à nouveau remercier mes collègues qui ont illustré les propos de la science a un rôle à jouer dans les actions politiques. Merci. Vous nous rendez intelligents. On prend des choses complexes. Merci, parce que je dois dire qu'à la fin de la première table ronde, j'avais le moral dans les chaussettes. Ah ouais. Et donc, ça va mieux. Toi, tu illumines mon week-end. Je suis content d'être venu. Ça va mieux. Les chaussettes ont fait remonter le moral. Notre histoire et je pas au bout. Non, mais en plus, On n'a pas fait les questions.
qu'il y avait un événement derrière. Déjà, on a accéléré au maximum.